Bonjour Marie. Bonjour. 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 Bonjour à tous, bienvenue. Allez, le temps que tout le monde se connecte, on va faire un peu comme chaque fois. On va se faire un petit tour de table pour se présenter. Marie, je te laisse ouvrir le bal. Alors, Mets ton micro, Marie. Ton micro, Marie. On n'entend pas. Marielle a oublié le micro. Eh oui. Si je mets pas le micro, c'est sûr, ça va pas fonctionner. Donc bonjour, je suis Marie Audibert, donc juriste en droit du travail et je suis au MEDEF des Deux-Sèvres dans le 79. Merci Marie. Je passe la parole à Madame Marine Patrin. Oui, bonjour Marine Patrin, moi je suis expert comptable et je suis sur un site où nous sommes 120 personnes. Et donc le sujet d'aujourd'hui m'intéresse beaucoup et je l'appelle moi souvent le syndrome des Kevin et Excusez-moi, des je dois Jean-Claude. revenir. du coup, Marie n'a J'appelle pas ça les compris. Kevin et les Jean-Claude, voilà, donc je suis, je suis très intéressée. Merci beaucoup. On a vu la caméra de Jean-François Audrery. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Audrery. Bonjour. Oui, bonjour, Jean-François Audrery, MEDEF Limousin. Je suis consultant en business développement pour les entreprises. Je participe à différentes instances avec mandat MEDEF, justement, pour tout ce qui est emploi, formation et la question des interactions intergénérationnelles dans le cadre de l'entreprise. Bon, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, arrivant moi-même dans une période d'âge où je vais être concerné par un âge certain. Voilà, donc c'est quelque chose qui, pour moi est très important à organiser et à appréhender. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame Ève Cardinaux. Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, moi, donc, je suis F. Cardino, je suis membre permanent de la commission RH MEDEF Gironde. Et donc, je suis RH sur le cabinet Perfom. Et c'est un sujet que je retrouve particulièrement un peu partout au niveau de mes clients. Et comme je suis également présidente de la commission RH du Club des entreprises de la ville de Mérignac, avec le sujet actuel de la GEPCT, on est à fond dedans. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser la Merci. parole là à Monsieur Adil Guédira. Oui, bonjour. Donc, Aliou Guidira, je m'occupe de deux écoles en alternance à Poitiers pour partenariat et relations extérieures. Et puis, c'est le sujet qui m'intéresse. Je suis adhérent MEDEF Vienne. Bienvenue. On enchaîne avec Sarah Bechler. Je ne sais pas si on prononce comme ça. On va dire Sarah Prévost, mais c'est pas écrit. Moi, je suis MEDEF Lambe et je suis co-gérante de l'agence de recrutement d'intérim CDD, CDI. Voilà, donc aujourd'hui, je suis preneuse de tout ce qu'on peut m'apporter comme information concernant ce sujet. Parfait. On va enchaîner avec Marlène. Bonjour Marlène Rinaldi, que je Bonjour. connais. Tout à fait. Tout à Je te fait. laisse te Donc, présenter Marlène. oui, oui, complètement. Donc, en ce qui me concerne, donc, je suis consultante recrutement au sein du cabinet RH Partners. Donc, on est sur le bureau de Bordeaux ici. Alors, j'imagine que la question, puisque j'ai pris avec 2 petites minutes de retard, c'était ce qui nous intéresse sur le sujet. Donc là, moi, curiosité personnelle déjà, et puis bien évidemment, c'est un sujet prégnant qui intéresse beaucoup de nos clients. Et donc, comme parmi nos activités, en plus du recrutement, on fait également de l'accompagnement, du conseil RH, etc. Voilà, il nous paraissait important de pouvoir suivre ce module et en savoir un petit peu plus sur ce fameux management intergénérationnel. Merci Marlène. On va enchaîner avec Alice. Bonjour Alice.
Bonjour, je suis désolée pour le retard. Donc je comprends qu'il y a un petit tour d'écran. Donc je suis Alice Delmanivant, je suis déléguée territoriale pour la fédération Les Acteurs de la Compétence, fédération de la formation professionnelle. Le MEDEF nous relaie pour destination de nos adhérents les webinaires depuis un certain temps et je ne peux jamais me connecter. Donc pour une fois que j'étais disponible, je suis venue et j'étais curieuse de voir un petit peu comment cette thématique allait être traitée, mais j'ai pas d'attente particulière. C'est vraiment, voilà, je viens parce que je suis invitée et je te remercie, Cindy. Merci Alice. Je passe la parole à Laura Noël. Bonjour à tous. Donc, je suis Laura Noël, responsable RH du groupe Next. Next Emballage, il y a 3 usines en France. Moi, je suis basée en Charente, à Angoulême, et on fabrique des emballages thermoformés pour l'agroalimentaire. Et donc, c'est la première fois que je participe à une vidéo proposée par Polivia. Pour moi, c'est un sujet d'actualité depuis plusieurs années, donc je trouvais ça intéressant de voir comment était présenté le sujet et quelles pistes vous pouviez nous proposer à ce sujet. Parfait, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Philippe Darouzé peut prendre la parole. Bonjour à tous. Désolé pour le retard en communication téléphonique. Moi, c'est pour me tenir au courant, et savoir si je suis pas non plus, on va dire, obsolète par rapport aux travaux, que vous allez nous présenter. C'est plus pour me mettre au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans l'activité professionnelle. Parfait, merci beaucoup. Je ne vois plus le nom. Alors, je crois qu'il y a Jérôme Coutan, j'ai vu passer, je ne sais pas. Oui, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, je suis Jérôme Coutan, je suis commissaire aux comptes, associé au cabinet Accommodit, voilà. Alors j'arrive avec un peu de retard, excusez-moi, j'ai un petit problème de connexion. Bienvenue. Je pense que j'ai Merci. oublié personne, si ce n'est mon collègue Jean-Maxime. Jean-Maxime, est-ce que tu veux te présenter? Je ne sais pas si tu peux interagir. Hop, oui, bonjour à tous. Jean-Maxime Cacheux, responsable emploi formation au sein du MEDEF Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, 2 intervenants experts dans le domaine, donc bonne présentation à vous. Et Marie Lafitte, je ne l'ai pas présentée non plus. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. Oui, parfait. Il faut lever votre muet, Madame Lafitte. Pardon, merci. Marie Lafitte, bonjour à tous. Je suis avocate en droit du travail, donc forcément très intéressée par toutes ces questions RH. Parfait, je pense que tous les participants ont été présentés. Si j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à m'interpeller. Bienvenue, je ne vais pas prendre plus de temps que ça parce que le temps est compté. Je vais passer la parole pour ce sujet qui nous passionne tous à nos 2 interlocuteurs du jour, nos 2 intervenants, donc Morgane Jaouin et Jean-Pierre Perrin, serre, que vous voyez à vos écrans. Donc Morgane, Jean-Pierre, c'est à vous. On s'est fixé une limite de temps, donc on aura terminé avant midi. C'est un format très interactif qu'il vous propose, donc pas de slides. On va partager, échanger et je pense sortir un peu grandi avec une approche différente sur le sujet du travail et du management intergénérationnel. C'est à vous. Merci beaucoup Cindy, merci à tous pour vos présentations respectives. Donc je commence à prendre la parole, mais Jean-Pierre va très vite prendre la suite. On est ravis de vous recevoir pour cet atelier qui initialement était appelé, comme c'est indiqué en haut de votre écran, 1h30 pour apprécier le travail intergénérationnel. Et finalement, l'invitation que vous avez dû recevoir par mail il y a quelques jours, c'est le grand malentendu intergénérationnel, puisque peut-être qu'on ne s'entend pas assez finalement entre générations. Et avec Jean-Pierre, en tout cas, nous, on s'est très vite entendus malgré une différence d'âge certaine. Moi, je suis née en 1992. J'ai fait un Master 2 en école de commerce à Kedge où je rencontre Jean-Pierre qui, à l'époque, anime un module de développement personnel et professionnel. Et j'ai eu une carrière assez rapide en ressources humaines dans un secteur d'activité qui est assez tendu, que vous connaissez peut-être directement ou indirectement, qui est l'hôtellerie-restauration. Donc j'ai évolué au sein d'enseignes de marque du groupe Accor et j'ai été à 27 ans responsable RH pour un palace à Courchevel. Ça a été mon dernier poste salarié.
avant de décider de me mettre à mon compte, soutenue par mon mentor. Et qui fait que ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis consultante indépendante. Je m'adresse aux cadres de l'hôtellerie-restauration qui veulent évoluer, qui veulent changer de poste, qui veulent choisir leur carrière. Et aujourd'hui, je pense que 50%, 60% de mes clients ont plus de 50 ans. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans le... C'est peut-être bien d'être coaché par une jeune pour se mettre dans les tendances voilà, de comment le recrutement se passe, parce que comme vous le savez tous, vu vos postes, la façon de se présenter, de postuler, même d'être recruté a complètement changé. Et donc aujourd'hui, je suis fière du parcours que j'ai à 32 ans, mais ça fait 10 ans que je travaille avec Jean-Pierre sur comment faire évoluer nos carrières respectives. On est mentor réciproque, on vous expliquera un peu comment. Et donc, on aimerait vraiment vous présenter cette thématique, non pas avec une étude de qu'est-ce qui se passe en entreprise, mais avec l'opportunité que ça représente, parce que une relation intergénérationnelle, c'est ce qui me fait être où j'en suis à 32, et je pense, voilà, il va vous expliquer un petit peu où il en est, mais je pense que ça fait 10 ans qu'on travaille sur cette thématique et que on a des bonnes pistes à vous partager sur comment l'exploiter dans vos organismes, avec vos clients ou avec vos partenaires. Voilà, et c'était tout simplement une rencontre un peu évidente en 2012. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble et que ça nous porte. Jean-Pierre, je te vois plus à l'écran vu comment la galerie est organisée, mais je te D'accord. laisse te présenter. Je suis toujours là. Alors, tu as souligné notre grande différence d'âge. Je suis pas rentrée dans les détails. Moi, je connais ta date de naissance. Moi, je suis né dans les années 60, limite, mais en 1969. Donc voilà, je vais sur mes 56. Bah oui, je pourrais être peut-être le papa de Morgane, tout simplement. Voilà. Alors, en 2 mots, hein, moi je suis un ancien manager des RH, vous avez peut-être regardé les profils LinkedIn. J'interviens aujourd'hui maintenant depuis 17 ans en consultant et en formation. J'interviens à titre personnel dans mon cabinet, mais aussi par le biais de l'école dans laquelle nous sommes rencontrés avec Morgane. Voilà. Ce que je peux vous dire, moi, concernant l'intergénérationnel, déjà en préambule, c'est que si on a voulu en parler et appeler intergénérationnel le grand malentendu, c'est que très honnêtement, tout tourne autour d'un malentendu, selon nous. Voilà. Nous vivons depuis 10 ans une coopération avec Morgane qui n'a jamais rencontré d'écueil. Qui n'a jamais rencontré d'écueil. Morgane, tu diras si tu t'en souviens, moi, à titre personnel, je ne m'en souviens pas. Mais par contre, qui a été génial, parce que vous êtes tous en train de vous dire, mais il ne les fait pas, ces 55 ans. Comment il fait? Eh bien, je vais vous dire comment je fais, tout simplement. C'est que je me suis ouvert à la jeunesse. Et on va vous parler de ce mentorat réciproque. Pourquoi? Parce que, allez, sans dévoiler le cœur du sujet, Morgane est la cure de jouvence qui me permet, aujourd'hui, dans mon activité, d'être en adéquation avec le monde. Je parle bien du monde de 2025. Et si je ne fais pas preuve moi-même d'ouverture pour aller justement connecter ce monde de 2025, c'est-à-dire si je regarde avec mes lunettes des années 90, si je regarde avec mes lunettes des années 2000, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois des choses qui ne me satisfont pas, je vois des choses qui peuvent être anxiogènes, et surtout, peut-être aussi, j'ai tendance à être le moteur, en tout cas le principal acteur de mon obsolescence, on va dire quelque part. Donc, peut-être, premier partage qu'on pourrait faire avec vous, ouvrez-vous certes à la jeunesse, mais Morgane va peut-être vous dire aussi, ouvrez-vous aux vieux. Alors, avec Morgane, je vous dis, on a créé quelque chose qui s'appelle Génération sans filtre. Alors, n'ayez pas peur concernant notre vocabulaire. On appelle un jeune, on appelle un vieux un vieux. Ne nous demandez pas à partir de quel âge on est vieux, parce que vous savez qu'il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes, mais on sait pourquoi on est là. On est pour parler d'intergénérationnel, donc de parler de différence de relations. Voilà. Alors, on a une première question à vous poser, puisque ça tombe bien, nous sommes un petit groupe resserré et tout ce qui sera dit restera bien sûr entre nous, on est bien d'accord. Dans quel domaine la problématique de l'intergénérationnel, en fait, est la plus présente pour vous, dans l'entreprise, dans la vie? Est-ce que vous pourriez nous le dire? Moi, je peux parler des 2 sujets qui me reviennent régulièrement, la conduite du changement. Ouais.
dans les projets, quels qu'ils soient, on a les suiveurs et puis on a les résistants. Je vous laisse deviner. Et D'accord. Non, non, non. Ève, qui Non, est résistant, c'est intéressant. j'ai beaucoup de résistance sur effectivement pour utiliser vos vocabulaires, les vieux et peu importe l'âge. Je dirais même, c'est pas une question obligatoirement d'âge, c'est une question d'ancienneté dans le métier. J'ai des personnes qui ah mais non mais c'est pas possible, ça a toujours été comme ça. Ah mais non mais on peut pas changer. Donc du coup, ce vocabulaire-là, il est vraiment sur, on va dire, le vieux ou l'ancien, peu importe l'ancien dans son métier. Et puis alors que les jeunes, ils sont déjà dans des réflexions complètement, mais alors à l'opposé même des fois de la solution envisagée avec des idées, mais qui sont géniales parce que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donc, du coup, on se retrouve avec cette vraie différence dans les conduites de projet qui sont assez intéressantes. Moi, je suis beaucoup dans tout ce qui est audit organisationnel aujourd'hui. Je ne suis pas vraiment dans le recrutement. Moi, je suis vraiment dans tout ce qui est RH pur. Et c'est vraiment le sujet qui ressort. Ensuite, l'autre sujet qui ressort. Alors, si je peux juste me permettre, pour ce sujet-là, Ève, Oui. avant de vous laisser la parole pour le deuxième sujet, je vous remercie d'avoir apporté la précision, parce que moi, j'aurais fait l'inverse. J'aurais posté la posture que vous identifiez aux vieux, je l'aurais posté aux jeunes, je l'aurais attribué aux jeunes, et ce que vous avez attribué à l'ancien, je l'aurais... Voilà, donc merci d'avoir précisé. Ah en tout cas, pour ma part, j'ai souvent ce cas-là. Quand on m'appelle pour faire un audit, c'est souvent soit parce qu'il y a un gros blocage et comment on fait pour organiser un projet, comment on fait pour organiser une équipe qui manque de productivité, enfin des choses comme ça un petit peu. C'est souvent les sujets sur lesquels j'arrive. Et voilà, moi, c'est vrai qu'en général, alors on va pas dire que c'est tout le temps, Jean-Pierre, mais j'ai souvent ce retour-là. Et enfin, et après, c'est le management. C'est le management avec la valeur travail chez les jeunes, qui n'est pas la même valeur travail que chez les anciens. J'ai des personnes, je dirais anciens, on peut parler comme ça, qui, eux, vont dire, vont demander à un jeune de faire des choses à 17 heures et j'ai un jeune qui va dire, ah non, moi, ça sera pas possible, quoi. Moi, j'ai sport, moi, j'ai ma vie. Et du coup, il y a des gros quiproquos, conflits, parce qu'en fait, c'est pas qu'il veut pas, mais c'est il a agencé sa vie, et même s'il est cadre, il y a un non. Il y a un non qui est assez catégorique, et du coup, il y a une incompréhension sur cet équilibre vie pro, vie perso que les jeunes arrivent à faire assez facilement, finalement, avec le recul, j'ai l'impression. Alors que les anciens, s'il faut rester jusqu'à 20h, on reste jusqu'à 20h, quoi. Ouais. En plus, ils n'ont pas de vie de famille, ces anciens, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de conjointe. Ils peuvent se le permettre et ils le font avec le plaisir, ça c'est sûr. Quand vous évoquez la notion de... le conflit avec Bobonne, je pense, en rentrant tard aussi. Ça, c'est un truc qui doit leur plaire. Alors, quand vous parlez de valeur travail, ça veut dire que les jeunes n'ont pas de valeur travail? Non, j'ai pas dit ça. D'accord. Au contraire, ils ont une valeur travail, mais qui n'est pas la même. Voilà. Ils ont D'accord. une vraie valeur travail avec une organisation différente de ce que nous avons pu voir dans les années passées. Moi, je n'ai pas de souci, j'ai 50 ans. C'est vrai que je suis admirative, c'est vraiment le mot, de leur organisation. Ils vont privilégier à la fois leur carrière quand il le faut, puis à la fois leur vie perso. Vous pensez que c'est une question d'organisation? Je pense que c'est une question de posture plus que d'organisation, mais c'est les deux. Inévitablement, c'est les deux, parce que moi, j'ai un client qui a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il a enlevé les notions d'horaire dans ses contrats de travail, en accord avec son CSE. Voilà. Il a enlevé les notions d'horaire. Et en fait, ça marche super bien en termes de productivité. Bon, il a beaucoup de jeunes, mais du coup, voilà, ils s'organisent. Comme il dit, s'ils veulent travailler 2 jours d'affilée non-stop, ils travaillent 2 jours. Et les 3 jours après, s'ils ne veulent pas travailler parce qu'ils ont autre chose à faire, ils font autre chose. Voilà. Et ça marche.
D'accord. On est d'accord que dans une activité qui n'est pas régie par des horaires, par exemple, contraintes, enfin, avec de la relation client à des heures Bien ouvrables sûr. ou autres, bien sûr, c'est Oui, possible. voilà, Dans d'autres cas, c'est quelque on est chose qui d'accord. devient un peu plus problématique, mais vous On avez est raison. d'accord. Et c'est intéressant d'aller là-dessus. Je trouve ça très, très intéressant parce que euh, qui n'a pas entendu autour de cette table, et j'espère surtout qui n'a pas dit, euh, il est 18 heures, on se croise dans le couloir, tu prends ton après-midi. Ah bah oui. Voilà, ok. Ouais, Ah bah oui. Ah ouais. oui. On y reviendra peut-être. Je vois Marie peut-être qui levait un pouce. Alors, c'était pas un pouce, c'était une alerte, la main, je sais pas. Pardon? Alors, je suis contente parce que ça a l'air de fonctionner, je peux vous entendre, c'est formidable. Oui. Puis on reviendra peut-être sur Eve qui avait peut-être un deuxième point aussi à donner. Ouais, Je suis l'avocate en droit social. ouais, très bien. Qui empêche de tourner en rond. Je travaille donc chez Fidal, donc je réagis un petit peu à ce que dit Eve. Attention au contentieux quand même derrière, parce qu'on a un paquet sur cette notion de durée du travail. Et malheureusement, on est obligé quand même d'être très attentif à l'encadrement de cette question. Donc, c'est toute la différence entre autonomie, C'est excellent, ça. C'est pas ça. de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le sujet sur lequel on est toujours le plus prudent quand on répond au questionnaire de la CPAM, c'est sur la question de l'autonomie. Trop d'autonomie, on vous le reproche. Pas assez d'autonomie, on vous le reproche aussi. Donc on est vraiment sur le fil, on a une espèce C'est de... vrai. on est des funambules en fait, hein, et il faut vraiment être attentif parce que derrière les contentieux qui sont à la base pas sur le temps de travail, hein, attention, mais qui finalement se transforment en temps de travail parce que c'est ce qui rapporte le plus dans le cadre notamment les 6 mois d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, si je n'ai pas mentionné le bulletin de paye, notamment. Bon, voilà, j'arrête de faire Merci cette Marie pour cette avancée. précision, mais elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'aussi, vous avez évoqué la notion d'autonomie. On pourrait aussi, bien sûr, flirter avec la notion d'indépendance. Et ça veut dire que, bien entendu, alors, l'autonomie telle qu'elle a été évoquée nécessite néanmoins un cadre. Aussi, on doit la traçabilité, de toute façon, des horaires de travail. Donc, à un moment ou à un autre, la question ne se pose même pas aussi de ce point de vue-là. Voilà. Eve, vous aviez peut-être une autre remarque. Je vous ai coupé sur la Ah première. non, mais non, C'était- en fait, voilà, moi, c'était vraiment sur la notion managériale où après, il y a des incompréhensions. Mais bien souvent, ces incompréhensions sont plus des notions de référentiel qui sont pas les mêmes. Et quand on crève un peu l'abcès sur des ateliers pour gérer justement ces conflits, eh bien, on arrive très vite. Moi, généralement, j'aime bien leur mettre le slide que vous connaissez tous, je suppose, le 6, qui en fonction qu'on regarde, il est 9 et il est 6. Bon, ben, voilà, on est là-dessus finalement. Et les deux ont raison, c'est juste une question de référentiel. Et quand on arrive à faire parler, à expliquer, et ben, du coup, on est plus dans des vocabulaires qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, là où j'ai des anciens qui vont dire ben, peux-tu me faire ça? Ben, en fait, le jeune, il veut savoir déjà pourquoi. Eh oui. Alors que l'ancien, on lui demandait pas de poser la question pourquoi. On lui dit tu fais ça. Et voilà. Et en fait, c'est juste des petits axes de compréhension qui permettent très vite. Et donc moi, le seul tips que je peux donner qui marche dans tous mes ateliers intergénérationnels, c'est le QQO-QCP, hein. Enfin, il est bête et méchant ce truc. Mais une fois qu'ils ont bien compris des deux côtés que le QQE-QCP, c'est la réponse à tout, bah, du coup, voilà, c'est bon. Dis le pourquoi et comme c'est le comment, pour qui, le quand, et comme ça, le jeune, il va comprendre. Il a besoin de cette visibilité et toi, tu es rassuré parce que tu auras ton délai, tu sauras comment il va le faire, avec qui, et c'est propre. Et là, ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Ouais. Mais encore une chose qui m'interpelle un petit peu, c'est que, enfin, moi, du haut de mes 55 ans, j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais quelque chose. Mais c'est normal, tu es avec Morgane.
Et, Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire le jeune, il a besoin de comprendre pourquoi, comme si en 30 ans de carrière, les autres n'avaient jamais vraiment voulu comprendre pourquoi. Je dis pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est ouais. juste que quand on te demandait est-ce que tu peux me faire ça, bien sûr que tu poses quand même le pourquoi, mais t'es pas, enfin c'est pas le même pourquoi. Je sais pas alors, comment non, c'est l'exprimer. pas est-ce que tu peux me faire ça? C'est fais ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux me faire ça n'est pas Oui, une c'est vrai. question, une formule de politesse, c'est fais-le. Maintenant, Oui. aujourd'hui, est-ce que notre jeune génération marche au fais-le? J'aurais tendance à dire non, et tant mieux. Mais est-ce que, et nous sommes plusieurs représentants ici d'une certaine génération, on marche aussi au fais-le aujourd'hui? Pas forcément. Mm. Par contre, on a eu marché au fais-le. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce contexte dans lequel on se complaisait d'une certaine façon, puisqu'on ne le critiquait pas, voire même on le cautionnait, il est aujourd'hui utile, nécessaire, pragmatique, j'aurais tendance à dire, euh, oui, stratégique même, de le reproduire. Non, Parce mais qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de reproduire il est 18h, tu prends ton après-midi, est-ce qu'on est obligé de reproduire le fais-le aujourd'hui? il y a une notion, Jean-Pierre, on n'osait pas. On Eh oui, n'osait pas. eh oui. Oui, Moi, je pense que Jean-François. Jean-François, je sais pas. Ouais, Oui, Jean-François. alors moi je vais baser un peu, je vous écoute là, je vais baser un peu mes Mm. commentaires sur une expérience de 30 ans dans des postes salariés, dans des sociétés où il y avait une très forte concurrence et donc quelque chose qui était extrêmement actif et demandeur. Donc j'ai cette expérience-là au niveau de mes activités de management des équipes commerciales dont j'avais la charge à l'époque. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, donc en tant que consultant, j'ai aussi la vision par rapport aux relations avec mes interlocuteurs côté client. Ce que je peux remarquer, et la première remarque, c'est que moi, je n'adhère pas vraiment cette corrélation approche et positionnement des personnes avec la notion d'âge. Lorsque je fais mes formations, il y a un chapitre qui correspond à justement, alors ce sont des formations plutôt à destinée commerciale, sur l'identification du profil client et l'adaptation de la réponse ou du comportement vis-à-vis du profil client entre un sécuritaire, entre un client qui va être très proactif, voilà, bon. Et je dirais que c'est plutôt une question de mindset des personnes que l'on a en face, sans vraiment, et lorsque je fais ces formations-là, je l'aborde pas du tout sur la notion d'âge en disant attention, vous allez avoir en face de vous un prospect, un client qui va être dans telle catégorie d'âge, donc ça sera forcément un sécuritaire, ça sera forcément tel profil, tel profil. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque, c'est que je pense que cette tendance, elle n'est pas définitive. Je pense qu'elle est transitoire du fait que si on compare les différentes périodes de temps et les différentes générations, je pense que déjà un élément de base, c'est qu'aujourd'hui, le monde du travail fait que le contexte général est enfin, plus favorable, on va dire, aux jeunes générations dans leur choix et dans une certaine, on va dire, volatilité. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, quelqu'un d'une jeune génération va être sur un poste ou sur un emploi, et puis le contexte général fait que s'il y a un élément qui ne lui correspond pas et dans lequel il se sent dans sa zone d'effort, hein, euh, il va avoir la possibilité de façon plus facile de pouvoir changer et d'aller vers quelque chose où il sera plus dans sa zone de confort. Donc ça amène justement, enfin, comment dire, mon approche est que le contexte actuel est certainement une des explications, c'est pas la seule, mais une des explications justement de ce positionnement-là. Après, je pense qu'il y a aussi une notion
de secteurs et de types d'emplois, et on a tous nos expériences en fonction de profils de gens que l'on est amené à côtoyer. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'ingénieurs de production en industrie, où on a des gens brillants qui ont suivi des cursus brillants et qui ont été toujours habitués à être très choyés, très, comment dire, mis en valeur, en leur disant, allez-y, vous êtes les meilleurs, les gars. Et on se retrouve avec des, passez-moi l'expression, des petits jeunes qui veulent vous apprendre la vie. Et souvent, ça peut être quelque chose d'assez délicat à manager. Et justement, bon, pour moi, c'est une des questions peut-être les plus délicates justement dans ce Ouais, côté intergénérationnel. ouais. Mais la corrélation directe Mm. entre âge et positionnement ou ce côté volontaire, prêt à tester des nouvelles choses ou de rester campé sur des positions sécuritaires, je ne suis pas tout à fait aligné Ouais, avec ça, quoi. ouais. Ben, merci de le souligner, Jean-François. Je me permets de dire, et non pas sur une notion de jugement de valeur, mais que c'est très juste comme approche, et je rebondis sur ce qu'apportait Ève à la discussion. En fait, vous avez vu, on a une clé d'entrée qui était de se dire comment on travaille quelque part. Nous étions sur la notion d'organisation. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le travail fait partie enfin, du monde qui nous entoure. C'est-à-dire que les personnes plus âgées sont plus âgées dans le monde du travail, mais à l'extérieur aussi, et les jeunes sont jeunes à l'extérieur aussi et dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'on influe le monde au sens large. Donc, j'aurais tendance à dire, on n'est pas dans une question d'organisation pure, et notre réflexion ne doit pas rentrer par l'organisation pure. Notre réflexion doit rentrer dans la qualité de la relation. Et c'est ce que j'ai cru comprendre dans ce qu'évoquait François, c'est-à-dire, peu importe l'âge de l'individu, c'est quel individu j'ai en face de moi. Et demain, si je suis entrepreneur, si je suis recruteur ou autre, la vraie question, c'est de se poser de quel individu j'ai besoin. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos d'un jeune? Il y a de l'énergie, il y a quelques connaissances, parfois peu de compétences. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos d'un plus âgé? Il y a de l'expérience, il y a aussi un savoir se comporter aussi en entreprise. Et quand on rentre dans la relation, ben, ça nécessite quoi? Ça nécessite un effort. Si on veut être performant, demain, il faut qu'on fasse des efforts. Et l'effort premier, et je reviens à la notion du 6 que vous avez évoqué, Ève, je pense qu'il faut aller au-delà de la vision et du cadre de référence. Et en tout cas, pour lever ce cadre de référence, il faut s'intéresser à l'individu. Le jour où Morgane m'a interpellé dans un couloir de l'école pour me demander si je pouvais être son tuteur de mémoire, elle a ancré la relation, elle s'est intéressée et on a discuté ensemble. Et mon choix a été basé sur un seul argument, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Voilà. Et si Morgane avait fait a fait la demande, c'est bien aussi qu'elle s'est posé cette question-là à la base. Donc, nous allons nous intéresser à l'individu. Le deuxième point, vous avez parlé de tendance de transition de génération en génération. Des générations, il y en a, et puis c'est pas Ève avec son prénom qui va nous contredire, depuis des millénaires, des relations, des successions de générations. Alors, c'était vous, Ève? D'accord. Oui. Oui. Le micro est coupé, mais il vaut peut-être mieux vu ce que j'allais me prendre, peut-être, je ne sais pas. Non, mais Oui. elle avait déjà fait. Hein. Voilà, bah, j'imagine. Mais oui, là aussi, c'est une problématique intergénérationnelle. C'est ce que me dit ma fille. Avec tes blagues de vieux, des fois, tu sais, tu devrais faire attention. Mais bon, Blague ce que je veux pourrie, dire c'est par Là, là. moi, je validais pas cette blague, mais je Mais souris voilà, quand mais même. je savais très bien que Morgane le. Voilà, oui. Mais ça veut dire aussi, je peux avoir mon espace de vieux, comme Morgane peut avoir son espace de jeune, et ainsi de suite. En tout cas, des générations, il y en a depuis des millénaires. À un moment ou à un autre, on est face à une vague, on est face à quelque chose qui arrive, on va faire avec. Et ça, c'est déjà aussi un constat. Donc, quelque part, souvenons-nous ce que l'on a fait subir à nos parents nous-mêmes et souvenons-nous ce qu'on a fait subir aussi à nos employeurs. Et troisième point que je voudrais voir, c'est que dans ce que disait Jean-François, c'est pour moi, il y a deux notions. Il y a la notion de subir et construire. Quand je dois rester le soir tard pour mon travail parce que je suis un ancien, que je devais rester, peut-être qu'à une époque, on subissait aussi le monde du travail. Et peut-être qu'aujourd'hui, on devrait s'ouvrir à toutes les générations et aussi bien, encore une fois, aux anciens parce qu'ils peuvent être jeunes
Ils sont là aussi pour construire. Et l'autre question que l'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut construire ensemble? Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble? Voilà. Je ne sais pas, Morgane, si tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus, parce que je pourrais aller un peu plus loin. Oui, il y avait des phrases là que tu n'as pas reprises et que j'aimerais reprendre. Par exemple, moi, je pose la question à Ève sur, je pense que je suis admirative de leur valeur travail. Est-ce que c'est pas de la jalousie aussi? Je dis pas Ève en particulier, mais quand on dit je suis admirative, c'est putain, elle se permet des choses que j'aurais tellement aimé faire à son âge. Et quand on disait oser, effectivement, moi, ça m'est arrivé quand j'étais DRH, être plus jeune, etc. J'ai osé dire des choses, j'ai osé demander des choses, et j'ai eu des phrases du genre en fait, on te demande, je te paye pas pour avoir un avis, je te paye pas pour. Voilà, j'ai eu ces phrases-là, et pourtant j'avais 26 ans avec mon petit calepin, comme ça, donc, parce qu'il y avait d'où tu te permets à ton âge de suggérer quelque chose d'intelligent, ou en tout cas qui fait que moi, à ton âge, jamais j'aurais osé. Donc il y a toujours un peu cette chose-là. Voilà, il y a aussi donc Jean-François qui disait ce petit va pas m'apprendre la vie. Moi, de mon côté, on se dit entre jeunes, ce vieux là, il va pas m'apprendre la vie non plus, vu la gueule de sa vie entre guillemets. Il y a les deux en fait finalement, il y a les deux aspects qui font que, alors qu'au contraire, on a tout à apprendre du petit jeune et on a tout à apprendre du vieux entre guillemets. Moi aujourd'hui, je fais rentrer en freelance dans ma société une fille qui a 21 ans. Et je dois mettre en place des process. Donc, je travaille toute seule depuis 5 ans et je dois mettre en place des process pour lui déléguer des choses. En fait, j'ai abandonné l'idée de lui donner une to-do list. En fait, je lui dis quel est l'objectif. Je ne vais pas lui dire comment faire le boulot. De toute façon, c'est elle qui va le faire. Donc, c'est elle qui va, tant qu'elle a compris, moi, quel résultat je voulais avoir, elle va se trouver le comment. Donc, en gros, je lui explique pourquoi. Je lui partage quels clients rentrent dans le programme, comment ils sont. Et je lui donne pas les âges. Je lui donne vraiment quel est l'état d'esprit, faire un inventaire de personnalité. Donc, je lui parle plus, et je suis tout à fait d'accord avec Jean-François, je lui parle de sa personnalité, de quoi il va avoir besoin, puisqu'elle est Customer Care Manager, ce genre de terme qui doit agacer certaines générations, qui veut dire elle est là pour assurer du service client, hein, voilà. Mais en tout cas, moi, c'est mon petit intitulé, ça fait beau, on est deux, ça fait comme si on était une grande entreprise. Bref, je reviens au fait que Romy, 21 ans, elle a besoin de savoir comment sont les gens, elle s'en fiche de leur âge. Et moi, je vais jamais dire, je présente Romy, 21 ans, qui arrive dans l'entreprise, en fait. Et donc, je suis challengée, moi, à 32, par quelqu'un de 21. Mais je trouve ça génial. Enfin, ce que je disais à Jean-Pierre, j'avais 2 mentors, une de 21 et un de plus de 50, il y en a un qui me ralentit et qui me rassure dans mes décisions, enfin qui me ralentit, qui me fait me poser et prendre du recul, et l'autre qui me fait prendre conscience que j'ai déjà des façons de travailler qui sont à l'ancienne, alors que j'ai un espace client qui est complètement interactif, j'ai des liens Teams, etc. Mais voilà, donc je suis déjà dans la problématique intergénérationnelle à 32, et oui, j'ai à apprendre de cette petite jeune parce que clairement, ils sont capables de créer des business. Elle a créé sa micro-entreprise en un week-end. Quand je lui ai dit, j'ai besoin de facturer, ils sont hyper smooth, là où les vieux, créer un nouveau statut de société, c'est 3 semaines de réflexion, voire 3 mois avec Bobonne à en réfléchir. Enfin, ça va très très vite. Et donc, moi, je suis contente d'être challengée par quelqu'un de plus jeune. Je pense que Jean-Pierre, ça a été le cas avec moi. Mais je suis aussi contente que quelqu'un ait tracé la trace du consulting indépendant pour moi, parce que clairement, si j'avais pas eu Jean-Pierre, si j'avais pas eu cette personne qui avait cette expérience, ces galères, ces apprentissages, ces clients, je serais peut-être pas là en face de vous, d'ailleurs, parce que c'est grâce à Jean-Pierre qu'on discute avec vous aujourd'hui, et j'aurais pas eu cette assurance de me lancer dans ma carrière. Donc il y a vraiment je suis peut-être un peu dépassée dans les suggestions, mais ouais, à partir du moment où on est dans cette posture de il me fait chier, je vais quand même pas me faire dicter ce que je dois faire par un jeune. C'est exactement à ce moment-là qu'il faut poser des questions aux jeunes, qu'il faut être dans cet état d'esprit d'ouverture. Et c'est vraiment une question de personnalité. Dès qu'il y a une personnalité qui nous bloque, peu importe l'âge, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette tension? Qu'est-ce que j'ai à apprendre dans ma façon de relationner? Aujourd'hui, moi, j'avais un programme très cadré avec, voilà, il y a eu séances de coaching 1, 2, 3, 4. Après, c'était toujours les mêmes horaires, collectivement pendant 2 mois. Et j'ai un client, plus de 50 ans,
qui n'a absolument pas regardé l'espace de formation, qui s'est juste pointé aux heures de coaching, qui est sorti du cadre complètement. Là, j'étais une ancienne dans le mindset, en mode c'est quoi cet énergumène qui ne sait pas respecter le cadre? Et je crois que c'est le client qui m'a le plus apporté. Parce que je me suis dit, en fait, ce gars-là, il m'agace tellement que j'espère qu'il regardera jamais la vidéo parce qu'il va se reconnaître en plus, il m'agaçait tellement que je ne voyais pas comment j'allais réussir à travailler avec. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, de toute façon, il a signé, on bosse ensemble pendant 3 mois, et je vous jure que c'est la personne qui m'apporte le plus aujourd'hui en tant que consultant client. Donc voilà, c'était ma petite aparté. Cette phrase-là, Jean-François, à partir du moment où il y a quelqu'un en formation, machin, qui vous dit « Non, mais lui, il va quand même pas m'apprendre la vie », et c'est exactement à ce moment-là qu'il faut en fait se poser les questions et être dans une posture de maïeutique, de questionnement et de co-construction. Sachant que l'évolution qu'on a observée là, sur les dernières années de structures d'entreprise au sens large, où on est passé plutôt de structures verticales vers des structures horizontales, c'est vrai que ça facilite justement ce type de relation et ce type d'échange concernant ces relations-là, quoi. Mais c'est une question d'ego. Horizontalement, verticalement, c'est une question d'ego. C'est à moi de lui dire comment bosser. En fait, non. Si la personne te dit « je pense pas que ce soit pertinent », en fait, on le prend personnellement. C'est « ah, tu me trouves pas pertinent ?» Non, c'est « ok, merci ». C'est comme dans n'importe quel état d'esprit, comme à réception dans un hôtel. Moi, je suis de ce secteur-là. Toujours remercier quelqu'un qui vient se plaindre en direct parce qu'on peut transformer son expérience. C'est pareil, un jeune qui vient vous dire là, en fait, j'aimerais bien faire du télétravail ou j'en sais rien. Merci de me le demander, comme ça, je sais que je peux te garder plus longtemps. Plutôt que, en fait, non, machin, je vais t'expliquer la vie. T'es pas content, tu te casses. Ok, mais dans ces cas-là, le problème, il sera reporté dans toutes les entreprises. C'est le mindset, c'est l'ego de la personne, le sujet aussi. C'est l'ego, sachant qu'on a des jeunes individus aujourd'hui qui ont pour injonction, quelque part, vraiment de croire à l'authenticité de l'individu. Et quand je disais tout à l'heure, s'intéresser aux personnes, c'est de lever toute notion de jugement. D'ailleurs, en management, on ne juge jamais. En management, si on juge, on peut être dans le subjectif. Donc, on peut dérailler. En fait, moi, je remplace souvent le mot juger par 2 mots qui ne sont pas certainement vrais, pas élégants, mais on évalue, on mesure pour nous obliger d'être sur les faits. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose d'important. Et si je suis sur les faits, je suis sur la sincérité, l'authenticité de la relation. Et là, donc, du coup, je réponds à la qualité de la relation qui est basée sur des éléments authentiques. Vous voyez, en recrutement, j'entendais, il y a des recruteurs. Des fois, j'ai entendu encore récemment, tu te rends compte, en entretien de recrutement, ils nous demandent les avantages CSE, s'il y a des tickets resto ou s'il y a je ne sais quel avantage. Ils se focalisent sur les avantages avant de se focaliser ou d'avoir prouvé quoi que ce soit au travail. Ok, oui, on peut critiquer, mais si on s'ouvrait un petit peu, je vous donne le contexte de la personne qui me dit ça, elle est en région parisienne. Elle paye avec un salaire que j'oserais même pas dévoiler ici, quelqu'un qui va devoir se loger, se nourrir en région parisienne. Les tickets resto sont pas un avantage, sont un élément de rémunération à ce niveau-là, voire même un élément de survie, quelque part, qui vont entrer dans le calcul pour peut-être être à l'aise, serein, pour mieux faire son travail, justement, quelque part. Vous voyez, des exemples comme ça, on pourrait en citer plein. On pourrait en citer, on pourrait en citer des tonnes. Moi, je m'en suis fait une petite liste là. Voilà. Aujourd'hui, l'a priori, c'est ça. C'est notre clé d'entrée. Notre jugement, c'est notre clé d'entrée. Encore une fois, Eve le disait, le fameux 6, c'est un moment ou un autre, et Morgane le soulignait, prenons le temps de nous interroger sur ce que nous apporte cette relation et ce qu'elle nous dit dans notre colère, dans notre accueil. Tu prends ton après-midi à 18h, récemment avec un dirigeant un membre de Codir d'une grande entreprise, il me dit, tu te rends compte? Pareil, voilà, réunion à 19h, le gars, direction des achats, il dit, moi non, pas ce soir. Ok. Et on discute en 2 mots, et qu'est-ce je finis par lui dire, pardon? Je dis, tu es jaloux. Tu es jaloux. Tu aimerais pouvoir partir aussi à 19h. Oui, mais tu te rends compte de notre temps? Eh bien oui, de notre temps. On est en 2025 aujourd'hui. Donc nous, les anciens, on peut ressasser tout ce que l'on veut sur cette jeune génération. Entre nous soit dit, peut-être que parmi vous, vous avez, pour certains d'entre vous, des enfants qui sont de cette jeune génération. Est-ce qu'ils sont vraiment comme les jeunes que l'on critique aujourd'hui? Moi, j'en ai 2, 15 et 25. Ils ne sont pas, comme j'entends de temps en temps, les jeunes aujourd'hui sont. Non pas qu'ils sont bien élevés, tout simplement, c'est que ce n'est pas une généralité. Ève?
Oui, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Morgane et Jean-Pierre. Effectivement, moi j'ai eu, je ne dis pas que c'est de la jalousie, mais quand je dis admiration, c'est vraiment Ouais, qu'est-ce que j'aurais vraiment voulu le faire. ouais. Mais clairement, dans ma carrière, j'ai régulièrement pu entendre cette phrase de «Mais t'as pas ton mot à dire, c'est comme ça te plaît pas, c'est comme ça, même limite ferme-la, c'est mieux». Et voilà. Et puis aujourd'hui, pour rebondir, Jean-Pierre, moi j'ai une fille de 21 ans, et quand on parle, voilà, moi je suis la maman protectrice, donc je m'inquiète de sa vie, de qu'est-ce que tu vas faire. Et la première chose qu'elle me répond: «Surtout pas toi, surtout pas ce que tu as fait. Maman, vraiment, c'est une catastrophe ta carrière, tu as bossé comme pas possible, tu enfin moi, j'ai eu beaucoup à l'international. Après, j'étais sur Bordeaux, mais je finissais tard, avec, des angoisses, l'angoisse du boulot de ça marche pas, j'y arrive pas, donc je bosse jusqu'à 20h, 21h pour trouver des solutions». Et elle me dit: «Mais ça m'a pas plu moi, ça m'a pas plu maman, et jamais je ferai ça». Donc du coup, ouais, je pense qu'il y a aussi ça, hein. Bien sûr. Vous Merci de savez, le partager, Elle. c'est très juste, et merci de ce témoignage, parce que je crois que ça montre bien la clé d'entrée qu'il faut qu'on ait. C'est-à-dire qu'on ne l'aurait pas avec nos propres enfants. Qu'est-ce qui fait qu'on va l'avoir avec, quelque part, des personnes que demain on veut faire travailler et avec qui on veut coopérer? Je vous rappelle que coopérer, hein, la définition de la coopération, c'est faire œuvre commune avec soin. C'est pas la collaboration, collaborer qui est travailler avec. La notion de soin, et le soin passera toujours dans l'entreprise par la qualité des relations. C'est après, quel que soit le niveau de compétence des personnes, que les choses vont pouvoir s'exprimer. Mais s'il n'y a pas la relation, il n'y a pas l'expression juste de la compétence. Oui, Philippe, pardon. Oui, je rebondis sur ce que vous disiez là, tout à l'heure. Bon, c'est vrai que bon, moi, je suis de la même génération que Jean-Pierre, hein, je suis de 69. Excellent. Très bonne année. On La dirait bonne mon année, ami ouais. Tian, l'année érotique. En plus. Voilà. Moi, j'ai pris conscience dès mon plus jeune âge, hein, j'ai eu un très bon maître de stage, hein, j'exerce la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes, qui m'a fait prendre conscience que le fait de faire des heures n'était pas une finalité. Et donc, un jour, il m'a pris, parce que j'étais dans un travail très passionné, donc j'ai embauché à 6 heures, je termine à 23 heures, donc, et à un moment donné, j'ai perdu mon patron, et donc j'ai hérité de son maître de stage. Et il m'a expliqué un jour: «Bah, si tu rentres pas au cabinet à 19 heures, tu dors à l'hôtel». Pourquoi? Parce que, il m'a fait prendre conscience que faire des heures pour faire des heures, c'est pas une finalité, c'est pas notre métier. Et depuis ce jour-là, je refuse les rendez-vous après 18 heures. Donc, aucun rendez-vous client après 18 heures. Comme j'ai expliqué, j'ai changé plusieurs fois de cabinet, avec les aléas de la vie, quand j'ai voulu changer de région. Heu et la première chose a été de, entre guillemets, «de dresser les clients», et la plupart, c'était des chefs d'entreprise. Et quand je leur ai expliqué, ils me disent: «Bah oui, mais moi, peux vous voir que le soir». J'ai dit: «OK, d'accord, à 18 heures, est-ce que vous êtes à même d'écouter et de comprendre ce que je vous dis? Parce que vous êtes sur les chantiers depuis 7 heures du matin, et donc à 18 heures, vous allez dormir sur ma table. Donc le mieux, c'est qu'à 7 heures, vous embauchez, à 8h30, vous avez donné vos consignes à vos gars, et on se voit et on discute de votre bilan». Et sur tous les cabinets où je suis passé, ça a toujours été comme ça. Et mes collaborateurs, quand je fais les recrutements, ils sont étonnés, de voir que le parking est vide à 17h30. Pourquoi? Parce que les collaborateurs sont partis. Parce qu'on a aussi cette notion avec mon associé d'apporter aussi une qualité de vie et un équilibre entre vie professionnelle et vie perso. Mais là où ça pose problème, c'est qu'on a quand même une profession réglementée, on obéit à des règles, Oui. et c'est là où se pose la frontière entre les jeunes générations et, entre guillemets, «la vieille génération». Pourquoi? Parce qu'on est obligé de respecter certains formalismes, Mmh. et on doit être posé dans nos décisions, et on doit être aussi réfléchi. Donc c'est là où des fois il y a des petites frictions entre la jeune génération et la mienne. Pourquoi? Parce que nous, on a besoin, comme les jeunes s'interrogent, de savoir la finalité de la chose et pas de prendre la décision à l'instant T, et voir les conséquences aussi de ce qui se passera dans les années à venir. Et c'est là où est l'apprentissage qu'on a à faire avec nos futurs experts comptables stagiaires. Ouais. C'est leur apprendre
cette notion de positionnement et surtout de patience. Et c'est vrai que des fois, le discours peut être un peu difficile quand on a en face ce qu'on appelle une personne qui a un profil entre guillemets rouge, hein, parce qu'il y a les bleus, les jaunes et verts, et qui lui est déjà à une autre idée et qui ne s'est pas attardé sur la première idée. Donc, et c'est là où aujourd'hui, on est un petit peu désarmé vis-à-vis de ces profils parce qu'on ne sait pas comment trop les manager. Autant pour les autres, on sait le faire, autant parce que là, moi, j'ai quand même dans mes collaborateurs, j'ai de 22 ans à 60 ans, donc j'ai quand même 14 collaborateurs avec une différence d'âge assez importante. Et contrairement à ce que disait Ève, sur de la démat, j'avais un a priori, et depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il ne fallait pas juger les gens d'après leur âge. La personne qui ne voulait pas aller à la démat, c'était pas la plus âgée, c'était la plus jeune. Parce que on l'a rencontré et on lui a demandé de s'expliquer. Elle nous a expliqué gentiment, bah oui, mais si on fait la démat, j'ai plus de travail. Et on lui a expliqué gentiment, je dit, bah si, tu feras autre chose. Ouais. Et c'est là où on s'aperçoit que C'est des intéressant, fois, ouais. des fois, quand on est âgé, on se dit, bah, c'est forcément une personne qui va avoir un frein à l'évolution, qui veut pas aller dans le virage où on veut l'emmener parce que veut pas changer ses habitudes. Et on s'est aperçu qu'en final, la plus âgée était à un taux de démat à 70%, alors que la plus jeune était à peine à 5%. Ouais. Et c'est là où on apprend aussi de l'expérience qu'il ne faut pas avoir d'a priori sur le profil en fonction de l'âge, mais en fonction plutôt de la personnalité de la personne, parce que des fois, elles ont des angoisses. Et notre rôle de manager, c'est aussi de les faire surmonter ces angoisses et surtout de les rassurer. Hein. Là, Bien on est sûr. en train de passer un deuxième cap avec la facture X, et on sait que nos opérateurs de saisie n'auront plus de boulot dans 2 ans. Et donc, on est obligé de les faire évoluer vers un autre métier, hein, comme on l'a fait dans les années 90 quand l'informatique est arrivée. Donc, moi, j'arrivais juste à la fin, au début de l'informatisation, donc je n'ai pas connu ça. Mais on avait des secrétaires qui saisissaient à la machine, qui sont devenus des opérateurs de saisie. Donc, et aujourd'hui, on est dans une deuxième évolution de notre métier où ces opérateurs de saisie vont devenir des data contrôleurs, etc. Et donc là, il faut leur faire passer, on va dire, des formations pour les faire évoluer parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça sur le quai de la gare. Donc, Donc quel que voilà. soit leur âge, de toute façon, Philippe, quel que soit leur âge, il est important de toute façon de s'adapter aux collaborateurs, en fonction aussi de l'activité. Je disais tout à l'heure, le monde bouge, l'entreprise bouge, l'activité bouge, et j'entendais Ève tout à l'heure souligner la problématique sur la conduite du changement. Alors, j'avoue, tout à l'heure, je vous ai provoqué quand j'ai dit, Ève, que je pensais que c'était le contraire, parce que je voulais vous emmener justement à cette situation que pour moi, il n'y a pas d'a priori à avoir. Mais sur la conduite du changement, les choses, et notamment, certains peuvent être fougueux, d'autres beaucoup moins sur l'adaptabilité. Vous avez cité quelque chose d'important, Philippe, c'est, je pense que qu'on soit jeune ou qu'on soit plus vieux en entreprise, on peut avoir des peurs. On peut avoir des peurs, Les et il y a des angoisses, ouais. peurs. Cette peur de l'avenir, cette peur, voilà. La peur, bon, c'est un détecteur de besoin, vous le savez. La peur, c'est le détecteur du besoin de protection. Si nous, on s'intéresse, je reviens encore une fois à l'intérêt de l'individu, qu'il soit ancien. Si moi, on évoquait tout à l'heure un ancien qui peut être réfractaire au changement, ben, moi, j'entends sa peur. Ce que disait Morgane, de toute façon, tout à l'heure, on va en faire quelque chose de ce ressenti. J'entends sa peur, plutôt que de dire, ah, allez, c'est un vieux encore, une problématique pour se mettre en mouvement. Mon rôle de manager, parce que manager, c'est une activité, hein, c'est pas un statut, c'est de détecter cette peur, c'est de la comprendre, peut-être en discuter avec lui, et de mettre en place donc les éléments de protection, puisque la peur, c'est le besoin de protection. Mettre les éléments de protection, plus de lisibilité, plus peut-être de temps pour penser à quelque chose, même si l'entreprise va aller vite, mais le temps, on a l'impression qu'on en perd du temps, mais le temps, ça s'investit. J'ai comptable et expert comptable autour de la table, on peut bien parler d'un moment d'un investissement, et les commerciaux d'un investissement, et de son retour sur investissement. Vous voyez? Et ça, quel que soit l'âge de la personne. Les angoisses seront juste peut-être pas au même endroit. Et encore là, je suis peut-être déjà dans l'a priori quand je vous dis ça. Ouais. Et alors, si je peux me permettre, je suis complètement en phase, Philippe, ce n'est pas le sujet ancien ou jeune, hein, c'est un constat que j'avais dans mes clients, mais finalement, et ça fait le lien avec ce que dit Jean-Pierre, c'est
c'est plutôt une question de personnalité. Tu peux avoir en fait un jeune ou qui est en résistance, comme Philippe le dit, ou un ancien. Et en fait, c'est le sujet des peurs, mais les peurs, elles viennent de ta personnalité, de ton vécu, de ton référentiel. Et c'est là-dessus, au final, où c'est intéressant de creuser et de comprendre l'autre et pourquoi. Et c'est plus, du coup, une notion de jeune ou de vieux. C'est plus une question de profilage et de personnalité. Voilà. On a en fait aujourd'hui, on a à peu près 4 générations, à peu près, presque 5, qui cohabitent au travail. Je dis bien 4, j'ai une de mes clientes qui a 75 ans. Donc, vous voyez, en fait, quand on sait que cette personne-là, qu'on qualifie de baby boomer, son injonction au travail, c'est de travailler par devoir. Dans sa génération à elle, c'était de travailler par devoir. La génération qui arrive après, où on arrive dans les 30 glorieuses, où on commence à pouvoir construire, posséder, c'était de travailler pour avoir. Pour avoir. Et mais quand on voit que les jeunes générations ont vu leurs parents travailler pour avoir, pour posséder, mais à quel prix? Parce qu'on arrive vers la crise, les licenciements et autres, bah, cette génération d'Y qui arrive juste derrière se dit, bah, moi, je veux travailler pour vivre. Je veux travailler pour vivre. Je veux plus travailler pour avoir une grosse voiture, une grosse maison, le machin, le truc pour vivre. Et le vivre, en fait, va encore plus loin avec la génération Z, qui est aujourd'hui, non seulement je veux vivre, mais en plus, je veux partager. Je veux partager. On parle de zapping, on parle de choses. Non, c'est du partage. C'est stop à l'excès aujourd'hui, on veut partager les choses. Si moi je reste, alors, je ne suis pas baby boomer, mais dans ma notion de devoir au travail, comme j'ai été élevé par les baby boomers, hein, notre génération, ils nous ont appris le devoir au travail, et nous on s'est soumis. Nous on s'est soumis. Voilà. Si je reproduis ce qui m'a été inculqué aujourd'hui à des jeunes qui veulent vivre et partager, ça ne va pas fonctionner. Et surtout, on ne va pas s'entendre. Donc, oui, le grand malentendu quelque part. On l'a tous dit. Vous l'avez tous dit. Ceux qui ont pris la parole, c'est une question avant tout de relationnel. L'autre grand malentendu, c'est de se dire aussi, ce serait de croire que on peut tous travailler ensemble, les uns et les autres. Non, non. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Nous ne sommes pas en train de dire avec Morgane que la relation est si simple et qu'on a envie si on fait un peu d'effort, on pourra travailler avec tout le monde. Non, acceptons qu'on ne puisse pas avoir envie de travailler avec certaines personnes. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Mais levons ce grand malentendu en rentrant par la clé de je m'intéresse à l'individu, tout comme je souhaite qu'il s'intéresse à moi. Et je me permets de rebondir, Jean-Pierre, c'est s'intéresser à l'autre, mais c'est aussi s'intéresser à soi d'abord. Parce que quand on parle d'angoisse, il y a beaucoup de psychologie derrière. Les générations d'avant, le rapport à la thérapie, au psychologue, etc., c'était quand même, bon, j'ai pas besoin de ça, c'est des conneries. Moi, c'est énormément ce que je rencontre face je les appelle les N+1, les N+2 de ma famille. Ceux qui n'en ont jamais eu besoin, bah, j'y vais pour eux, en fait. Hein. Ça, c'est aussi un point. Je ne sais pas si certains se reconnaîtront autour de la table, mais finalement, la réaction des générations aujourd'hui qui ont besoin de partage et de vivre, c'est qu'au final, ils ont effectivement, et merci Eve du témoignage, hein, il y a quand même beaucoup de parents qui se sont donnés pour avoir des choses dans le foyer, mais finalement se sont empêchés de vivre et d'être avec nous. Moi, j'avais une mère qui travaillait 7 sur 7 dans un bar en Bretagne. Elle s'est donnée, hein, mais techniquement, elle n'était pas là. Et donc tout ce travail aussi de psychologie sur soi pour se dire, OK, qu'est-ce que je veux dans la relation, mais qu'est-ce que je peux apporter, me comprendre aussi, parce qu'il y a énormément d'émotions qui sont tues. Moi, je suis dans un secteur, l'hôtellerie, où on doit mettre un masque, un uniforme, et on s'adresse aux clients. Mais en fait, l'uniforme, il est tout aussi valable dans les coulisses, parce qu'il y a ce côté très militaire, hein, dans les cuisines. Oui, chef, on se tait, même si on est sous pression. Un directeur général, quand on est dans le codir, on a du mal à lui dire comment on se sent. Donc, et en général, quand on trace un petit peu l'historique de pourquoi je suis allée dans l'hôtellerie, bon, il y a une passion du métier, mais il y a aussi un cadre qui a été trouvé qui n'était peut-être pas là à la maison. Donc, il y a souvent une psychologie, je suis d'accord avec Jean-François, sur les secteurs d'activité aussi. On ne rentre pas par hasard dans certains secteurs. Donc, c'est là, en fonction de vous, vos différentes activités. Les experts comptables, il y a un cadre, ça régit. Donc, c'est les gens, dès qu'on sort du cadre, dès qu'il y a une évolution, forcément, ça crée un stress parce qu'ils pensaient avoir trouvé leur cadre de référence et en fait, il évolue encore. Donc, il y a ce côté se connaître soi pour mieux relationner avec l'autre. On le dit aussi dans les relations amoureuses. Hein, on peut être épanoui avec l'autre que si on n'en attend pas trop de l'autre et qu'on est ancré, qu'on est solide soi-même. Mais il y a aussi de ça, c'est que dans les entreprises,
Parler d'émotions, parler de comment tu te sens, c'est un peu un aveu de faiblesse, alors qu'en fait, c'est exactement cette émotion qui met en mouvement et qui fait évoluer. Maintenant, quand, on est face à des personnes qui, culturellement, socialement, de par leur génération, n'ont pas eu le droit d'exprimer, n'ont pas su le faire non plus, n'ont pas dit on leur a pas dit: «C'est OK». Leurs propres parents, en fait, donc leurs managers les ont pas écoutés non plus et là, ils se retrouvent avec des gens qui parlent. Et c'est quoi ça? C'est quoi ces jeunes-là qui parlent, qui disent ce qu'ils pensent, qui disent comment ils se sentent? On est démunis alors qu'en fait, c'est hyper simple. Faut écouter. Faut juste se taire pour une fois et écouter, prendre note, le remercier d'avoir parlé parce que c'est bizarre, mais en fait, ça fait du bien et dire: «OK, comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider à prendre une décision?» Moi, c'est ma meilleure question de prospection pour ceux qui font un peu de prospection, les consultants et cetera. Les gens qui doutent, c'est: «Comment je peux t'aider à prendre une décision, à me dire oui ou non?» Et ça, en fait, ça les fait, prendre conscience, en fait, de leur responsabilité. Je suis une fervente, comment dire? J'allais dire défenseuse, mais pas vraiment. Par exemple, on parle beaucoup de burn-out et cetera. Tous les âges, peu importe la génération, hein. La petite de 22 ans, elle peut tomber de Philippe peut tomber en burn-out très vite. Il y a une co-responsabilité dans la relation. Parce que, OK, j'ai beaucoup de boulot, je suis sous l'eau, mais à quel moment tu dis non? À quel moment tu demandes: «Qu'est-ce que je repriorise pour que ça rentre dans la journée?» À quel moment, tu t'es exprimé avant qu'il soit trop tard, en fait? Il y a l'autre qui sait pas manager, mais il y a surtout toi qui est pas capable de parler non plus. Et ça, c'est se dire qu'on est co-responsable de ce qu'on est en train de vivre. C'est pas: «J'ai pas de chance, je tombe que sur des vieux cons». C'est pas: «J'ai pas de chance, j'embauche que des jeunes qui sont flemmards et qui pensent, qu'à leur week-end». C'est: est-ce que je m'intéresse à l'autre? Globalement, si vous vous intéressez pas ou si je m'intéresse pas, parce que je dis vous, mais si je m'intéresse pas à l'autre, ça fonctionne pas. Donc il y a ce côté et psychologique que je voulais, sur lequel je voulais rebondir, donc de n'importe quelle relation et de aussi se dire que la valeur travail dont on parlait au début, c'est un petit point de conclusion, de mon intervention, mais la valeur travail, finalement, c'est mathématique. Plus on passe d'heures, moins l'heure a de la valeur. Et donc, je challenge beaucoup les personnes que j'accompagne dans leur futur poste. C'est quoi tes prétentions salariales? Qui sont généralement, là, j'ai eu quelqu'un qui me dit 140 K. OK, mais en dessous de combien tu peux pas vivre? 80 K. Donc déjà, il y a un petit gap, hein. Les 140 K, c'est son salaire brillant pour continuer à faire des vacances très chères au ski face à ses amis. Et les 80 K, c'est pour être tranquille. Mais il y a aussi OK, et dans les 2 postes, lequel a un taux horaire intéressant? C'est-à-dire combien d'heures tu fais dans chacun des postes? Et ça, c'est une réflexion aussi. La valeur du travail, pour moi, c'est surtout la valeur du temps. Combien est-ce qu'on est payé pour une heure? Et ça, c'est aussi une autre piste aussi, peut-être un point de lecture entre, un jeune, un vieux, un ancien, un récent dans une entreprise. OK, votre valeur aujourd'hui, elle vaut combien? Qu'est-ce que vous le prix, votre taux horaire, combien vous générez, combien vous sauvez? Et ça, c'est intéressant aussi de faire ce calcul-là de cette façon. Ouais. Cindy voulait intervenir, pardon. Oui, 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 Cindy, pardon. Oui, oui, à 2 titres. Donc, en tant que gardienne du temps, hein, il ne nous reste plus que 30 minutes. Ouais. Ouais, Et moi, je voulais vous témoigner un écueil qui était le mien quand j'étais d'un jeune qui manage mal des jeunes. Dans ma vie professionnelle, moi, j'ai commencé dans le secteur de la santé et j'ai été à l'âge de 23 ans directrice d'un établissement de santé. C'est un secteur où on avait cette opportunité-là. Donc, je me suis retrouvée à manager 40 équivalents temps plein. Et dans ce milieu-là, beaucoup de jeunes femmes, finalement. Donc, en fait, on se ressemblait. Et avec du recul, je suis très fière et heureuse de cette expérience. Mais en grandissant et en vieillissant, je passe aussi par des choses que je n'avais pas découvert à l'âge de 23 ans. Et je me rends compte de certains écueils managériaux. Donc, ce que je veux dire là, c'est que c'est pas parce qu'on est un jeune manager qu'on va forcément bien manager des jeunes. Et pour vous donner concrètement mon exemple, je manageais souvent des jeunes femmes dans ce milieu-là, parfois en situation monoparentale, qui avaient des enfants tôt. Par contre, c'était pas tout à fait mon cas. Moi, j'étais jeune célibataire, je sortais d'un bac+5, je ne comptais pas de m'installer tout de suite, avoir des enfants tout de suite. Et dans toute l'énergie que je déployais pour les manager, il y avait toujours des grosses tensions sur les absences pour enfants malades. C'est-à-dire que le matin, j'avais 1 ou 2 absentes, et puis moi, je pensais à ma responsabilité de jeune manageuse, de qui va gérer mon unité, avec une qui m'a encore plantée parce qu'elle a son enfant malade. Et je pense que j'ai eu des attitudes et des propos et une posture très très dure et peut-être même pas forcément moderne et innovante
quand j'étais face à cette situation-là. Et plus tard, ben, j'ai avancé, j'ai mon parcours qui s'est déroulé. Et puis, dans la vie, j'ai été maman moi aussi, beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, je fais des choix professionnels parce que je suis maman, parce que je ne peux pas retourner sur ce terrain-là parce que je suis maman aujourd'hui. Et donc, ça me percute beaucoup. Et quand je me demande comment j'aurais pu mieux faire ça, parce que ça m'interroge beaucoup, je me dis que peut-être un binôme et un mentor, en tout cas, déjà, je pense que quand on est manager, de fonctionner comme ça dans le mentorat, c'est très intéressant. Mais un mentor, justement, avec quelqu'un qui est passé par un parcours, un senior, aurait pu peut-être m'aider à intégrer certaines notions qu'à l'époque, je n'avais pas. Et je vous témoigne autre chose que j'entends souvent quand j'expose mon parcours. On me dit, mais c'était une folie de te laisser de telles responsabilités à 23 ans. Eh ben, je crois pas. Je crois pas. Moi, c'était en tout cas la plus belle folie. J'ai passé 7 ans. Je pense que les gens s'en souviennent et moi aussi. Par contre, ce que je me dis aujourd'hui, c'est qu'au-delà, je n'y retournerai pas parce que j'ai des contraintes justement parce que je suis maman. Et aussi parce que je n'ai pas la même énergie. J'ai 37 ans. Quand j'avais 23 ans, j'avais une énergie. Et pour faire du 8h-20h, parce que dans cet environnement-là, c'était quand même ce qui était attendu. Et c'est en tout cas ma croyance et comme ça que moi, je faisais ce métier-là. Il me fallait une énergie que je n'ai plus aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est juste, moi j'entends souvent, tu étais trop jeune pour avoir ces fonctions-là. Non, je les ai honorées. Je pense que je les ai honorées plutôt bien. Et que mon jeune âge, il m'a desservi sur des aspects que les gens ne voient pas, dont moi je prends conscience aujourd'hui. Donc je suis très intéressée par le fonctionnement en binôme, le mentorat inversé que vous mettez en place. On en entend de plus en plus parler et on se questionne aussi de plus en plus sur comment accompagner la fonction managériale dans nos organisations. Je pense que c'est une clé très intéressante. Voilà. Bah, Merci, Cindy. merci. En tout cas, nous, notre clé d'entrée, elle est très simple. Vous l'avez compris, je crois que vous avez réagi en tout cas dans ce sens-là, il nous semble. Nous sommes des individus avant d'être des professionnels. Ça, c'est déjà quelque chose qui est fondamental à avoir en tête. Même si un chef d'entreprise doit faire fonctionner son entreprise, un consultant doit faire fonctionner aussi son entreprise. On est des individus avant d'être des professionnels. Et on insiste beaucoup sur la clé d'entrée dans la qualité de la relation. La relation, c'est un câble, hein, c'est le lien, en fait, quelque part. Voilà, ça, c'est le lien. Et ce lien, en fait, nous, il nous amène à nous poser la question de voilà, comment on a développé ce lien et comment on l'a enrichi. On peut l'avoir dans la notion de transmission, puisqu'on parle d'intergénérationnel, on pourrait avoir ce que l'on évoque toujours, cette notion de tuteur. Cette notion de tuteur, elle est connue, elle est même aujourd'hui, j'allais dire un statut, c'est pas un statut, pardon, c'est une terminologie aujourd'hui utilisée dans le monde du travail. Mais un tuteur, si vous voyez bien ce que c'est en termes de jardinage, c'est une tige, souvent droite, qui va guider la jeune pousse là où elle doit aller. Ça veut dire que quelque part, si moi je suis, demain, si j'avais été le tuteur de Morgane, Morgane serait devenu Jean-Pierre Bis. Voilà. Eh ben ouais, ça serait un peu ça. Alors je vous garantis que c'est pas le cas, mais qu'est-ce qui se passe? Alors après, voilà, je l'aurais fait pousser là où je veux qu'elle pousse et là où comment je veux qu'elle pousse. J'aurais arrosé quand il faut, voilà, ok, encouragé, reconnu. Mais je me serais privé de quoi? Je me serais privé de quoi? Je me serais privé de tout ce que peut apporter Morgane à quelqu'un qui est plus âgé dans l'ouverture, le regard du monde que l'on a aujourd'hui. Parce que n'oublions pas que moi j'ai des lunettes, je vois le monde depuis 55 ans. Morgane a une vision plus actuelle du monde, plus récente, moins biaisée, avec moins d'a priori, peut-être moins de biais, peut-être aussi plus sensible parce qu'elle contribue aussi à la création de ce monde de manière active, puisqu'elle est dynamique. Et je me serais privé de tout ça. Alors, si vous allez en jardinerie, vous allez trouver quelque chose qui va être un peu plus évolué que le tuteur tout droit. Vous allez avoir ces fameux tuteurs, vous savez, qui partent un petit peu en biais, mais qui permettent de faire pousser encore la personne, allez, on va dire de manière plus aléatoire, en tout cas plus libre. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc le tuteur, non. Le tuteur, non. Ça n'a pas d'intérêt. Mentor, ça peut avoir un intérêt, même si on est proche du tuteur. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'inspiration, il y a cette notion qui peut être transmise. Mais encore une fois, c'est se priver de nos temps d'échange avec Morgane. Vous savez, on a un rituel. Tous les lundis matins, à 9h, nous avons notre petite visio d'1 heure où on va évoquer soit le professionnel, soit, alors rien à voir, ça peut être le week-end, la famille, Tullio qu'on ne voit pas aujourd'hui à l'écran, qui dort pour une fois, mon qui chien. dort,
pour une fois qu'il dort. Enfin bon, je trouve qu'il est assez expert dans le domaine quand même. Mais voilà, on va évoquer, mais on va créer ce lien. On va créer ce lien et on se rend compte toujours qu'au bout d'une heure, on a produit quelque chose. On a produit quelque chose. Si on n'a pas produit quelque chose de purement matériel, on a produit quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique. Vous voyez? Et à 9h lundi matin, c'est la bouffée d'énergie. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant. Et ça se matérialise par du WhatsApp, une petite visio le soir, une petite visio dans la journée, un courrier à boire quand je suis sur Paris. Voilà, on échange et en fait on s'entretient. On s'entretient. Voilà. Et on a réussi à créer cette fameuse intimité qui est qu'aujourd'hui on a la permission de tout se dire avec Morgane. On peut tout se dire. C'est ça qui est intéressant. Qui veut dire tout se dire peut dire aussi tout entendre. Et j'en reviens à la notion de grand malentendu. Si on ne peut pas tout se dire et pas tout s'entendre, on va être sur du malentendu intergénérationnel. Vous voyez? Et c'est aussi ça. Et c'est, alors, je voudrais commencer après conclure, si je peux me permettre, parce que j'aimerais aussi vous laisser un peu la parole aussi pour la conclusion, mais l'idée, c'est de, et puis Morgane aussi, bien entendu, l'idée, c'est de se dire que, vous avez vu notre contre-pied, c'est qu'en fait, moi, quand je fais des conférences sur l'intergénérationnel, je vous le dis tout de suite, pour moi, il n'y a pas de problématique. Il n'y a pas de problématique intergénérationnelle. La problématique, nous la créons. C'est nous qui la créons. Et quand je dis nous, là, je pourrais faire un petit focus intergénérationnel. Je pourrais dire, même, c'est souvent le plus ancien, parfois, qui la crée, cette problématique intergénérationnelle. Et on l'a vu, hein, je reformule, mais souvent guidé par notre histoire, nos peurs, les injonctions. Voilà. N'oublions jamais que le monde, il bouge, il passe. Nous, on est sur le quai. Moi, du-delà de mes 55 ans, si je ne vais pas au rythme du monde qui m'environne aujourd'hui, si j'essaye encore de vendre ce que j'ai cru être bon ou ce qu'on m'a enseigné il y a 30 ans, je risque de me retrouver bien seul. Donc, quand on travaille avec des personnes plus âgées, il est intéressant, excusez-moi, de les actualiser. Et quand on travaille avec des personnes plus jeunes, et je reviens à ce que disait tout à l'heure Philippe aussi, parfois, il faut remettre du cadre. Il faut remettre du cadre, parce que tout n'est bon. Tout n'est pas bon à prendre chez un ancien et chez un jeune. Parfois, il faut expliquer le sens des choses. Pourquoi il y a des horaires? Pourquoi il y a des horaires? Si on ne respecte pas les horaires, voilà ce que ça provoque chez nos clients. Ça te convient? Ok. Ça te convient pas? Tant pis. Mais c'est ce que j'appelle un peu grossièrement parfois l'erreur de casting. Voilà. Si l'équilibre de la personne, l'écosystème de la personne ne convient pas à l'entreprise dans laquelle elle est, il y a d'autres écosystèmes. Pourquoi? Parce que l'individu n'est pas mauvais, c'est que le professionnel qui n'est pas adapté à son écosystème. C'est la grande notion les deux grandes notions du savoir-faire et du savoir-être. Voilà. Clairement. Et c'est une question d'équilibre. Quel que soit notre âge, on peut être bien ou pas bien dans une activité. Et même, on peut avoir été bien et plus bien dans une activité aussi. Parce que l'entreprise bouge et évolue aussi. Et ça ne nous empêche pas de renaître. Morgane passe ses journées à repositionner des personnes professionnellement. Morgane, tu voulais rajouter peut-être? Oui, pour vous donner des clés, évidemment, en fait, en 1h30, on ne va pas faire le tour du sujet, mais pour vous donner des clés, nous, de ce mentorat qui est donc, c'est pas du tutorat, c'est du mentorat, et c'est pas du mentorat où Jean-Pierre est mon mentor, je suis aussi la mentor de Jean-Pierre. Donc c'est du mentorat réciproque déjà, d'être capable de... Moi, un des posts LinkedIn que j'ai fait récemment, qui a fait 120 000 vues, c'est quand je présentais Romy, ma mentor 21 ans. Parce que ça, on se dit qu'est-ce qu'elle raconte, et donc voilà, déjà se dire c'est réciproque. Ensuite, vous l'avez entendu, il faut qu'il y ait envie. Donc dans vos structures, la plupart des gens ne seront peut-être pas motivés, mais si vous créez une initiative, voilà, lancez une initiative, un mailing, peu importe, et dire on veut mettre en place du mentorat intergénérationnel qui est volontaire, parce que vous n'allez pas embarquer des gens qui ne le sont pas, et parce que finalement le mentorat, il n'a pas besoin d'être avec 20 ans d'écart, hein. Comme je vous le disais, déjà 9 ans, on a déjà quelque chose à apprendre de la génération d'après ou d'avant, ou même un peu moins. Donc c'est juste de créer des binômes qui ont envie de travailler ensemble. Et ensuite, on sait ce que c'est bien beau, hein, un workshop comme ça, on repart avec plein de bonnes idées, mais ce qu'on vous disait là avec ce lundi matin 9h, c'est qu'à un moment donné, depuis qu'on est à notre compte tous les deux, on avait cette liberté. Avant, quand j'étais DRH et que Jean-Pierre était à son compte, c'était compliqué, j'avais presque pas le temps pour ces points. C'était les visios à 21h. Visio à 21h, ouais, c'est ça, pour faire mon mémoire aussi, c'était bien. Mais non, c'est-à-dire de trouver un rituel où s'il n'y a plus de charge mentale, c'est bloqué. C'est peut-être tous les mois, c'est peut-être toutes les semaines, mais en tout cas, c'est plus une question. Et ça, globalement,
n'importe quel aspect de la vie, faire des rituels au lieu de faire des to-do, to-do list, ça apaise énormément. Donc déjà, trouver des binômes volontaires qui sont prêts à ritualiser un temps d'échange. Et ce temps d'échange-là, on a donné 10 tips, enfin 10 mots finalement pour le définir, qui peuvent vous aider, vous, à calibrer ces relations ou à proposer un contrat un peu, un cadre en fait d'échange, parce que c'est pas non plus juste boire des coups avec quelqu'un qui est plus vieux, hein, on est bien d'accord qu'il faut qu'il y ait un intérêt. Vous pouvez parler de cette notion un peu d'amitié, parce qu'aujourd'hui, même si on est mentor réciproque avec Jean-Pierre, il y a de l'amitié, c'est-à-dire être capable de créer un lien intime mais sécurisant, c'est-à-dire je sais que je peux compter sur lui. Et ça, c'est le premier point. C'est un peu contre-intuitif, amitié en entreprise, et en même temps, je pense que vos meilleures expériences, vos meilleures relations, il y a cette notion un peu d'amitié ou je sais pas, d'amitié pro finalement, qui, nous, on appelle ça un coup de foudre professionnel avec Jean-Pierre, mais ça existe aussi dans vos entreprises, et ça peut être vraiment un levier de performance. Deuxième point, c'est de s'assurer qu'il y a de la confiance, que c'est réciproque, que je lui fais vraiment confiance, et c'est une question d'attitude, c'est une question, on peut pas dire, bah tiens, machin, on fait des binômes, et comme ça tout le monde va bosser, c'est laisser le temps aux gens d'apprendre à se connaître. Donc, s'assurer qu'il y ait de la confiance entre les deux. Peut-être que c'est déjà des binômes qui existent dans vos structures, dans les clients que vous accompagnez, ou vous pensez qu'ils ont des personnalités qui font qu'ils se feraient confiance aussi, qui sont complémentaires, mais en tout cas, il faut qu'il y ait ce deuxième point. Troisième point, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait une finalité. Et pour ça, c'est-à-dire de réussir à définir un peu un cadre de référence. Et j'ai envie de dire, nous, notre finalité avec Jean-Pierre, c'est pas du quoi ou du comment, c'est du pourquoi. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre a besoin de s'actualiser et moi, j'ai besoin aussi de me réassurer dans ce que je fais. Donc le pourquoi, c'est ça, c'est ce besoin de rester employable, de rester à la page et de trouver aussi un juste milieu entre patience et innovation. J'ai envie de dire, c'est un peu ça. Le pourquoi. Après, le comment, bah, à un moment donné, ça a été parfois c'est des déjeuners, parfois c'est des visios, parfois c'est des grandes séances de travail, parfois c'est un workshop comme aujourd'hui, parfois c'est des conférences en entreprise, des formations. Et le quoi, ça a été un mémoire, ça a été, on vous partagera, on a coécrit un livre, en tout cas Jean-Pierre l'a écrit et j'ai fait la préface et ça a été une initiative qui existait grâce à notre synergie. J'ai envie de vous dire, ce webinaire, il y a encore une semaine avant le lundi qu'on vient de passer, c'était des slides et j'ai dit à Jean-Pierre, ça me plaît pas. Franchement, on va se faire chier, on va pas voir les gens. Les slides, c'est pas comme si on avait la science infuse. Les gens dans la salle l'auront aussi, c'est juste du questionnement. Donc en fait, webinaire sans slide, je sais, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais ça fait du bien. Déjà qu'on est avec un écran toute la journée, ça nous fait un teint de merde d'avoir une slide blanche à l'écran, pardon pour la vulgarité. Mais voilà, donc ça fait partie des résultats. Et par contre, cette visio, moi, je l'avais pas sans l'expérience, le capital expérience de Jean-Pierre, son réseau. Non plus, je n'ai pas la prétention de pouvoir intervenir face à des adhérents du MEDEF avec mon parcours aujourd'hui. Donc c'est du gagnant-gagnant. C'est un format plutôt innovant avec des personnes qui ont un capital expérience certain, et merci d'être autour de la table. Ensuite, c'est le quatrième point, pardon, c'est la transmission, cette envie de transmettre et de questionner. Cette transmission, le quatrième point, c'est cette capacité à être dans une posture un peu de coach, dans la maïeutique, c'est-à-dire essayer de comprendre, d'aider l'autre à comprendre ce qu'il bloque, ce qu'il ressent. Donc, se dire, en fait, ces temps d'échange, ce rituel que vous créez, c'est pour se questionner. Et donc, par les questionnements ou par le fait d'apporter soi-même des réponses, en fait, on fait évoluer l'autre. Le point 5, c'est, on l'a perçu, mais vous pouvez le retenir comme créer une zone C. C'est-à-dire que moi, j'ai mon business, je le développe d'une certaine façon, beaucoup en ligne, par exemple, et Jean-Pierre, il a son activité où je le charrie beaucoup parce qu'il est beaucoup en déplacement, beaucoup en présentiel, beaucoup à l'ancienne, mais en soi, à nous deux, on arrive à créer quelque chose de moderne et qui nous ressemble tous les deux. Donc voilà, moi j'ai peut-être un côté trop comment je scale, et lui il est très dans comment j'écris, comment je fais la différence. Enfin, voilà. Donc on a notre zone A et B, mais on a une zone C qui a des règles qui sont des règles, ou en tout cas des principes que je suis en train de vous partager maintenant. Si je peux juste rajouter sur cette zone-là, justement, sur la notion de vertu aussi, c'est que souvent, on parlait de valeurs tout à l'heure, à convaincre sur les valeurs, à essayer de trouver nos valeurs communes. Prenons du temps pour créer de nouvelles valeurs ensemble aussi. N'oublions pas qu'il n'y a pas que les valeurs communes qui nous lient. Moi, j'ai développé certainement des nouvelles valeurs, où j'ai fait émerger des nouvelles valeurs au contact de Morgane.
Et oui, c'est ça. C'est plutôt que de partir sur l'acquis partagé, créons aussi cette zone, voilà, cette zone partagée. C'est ça. Le point 6, c'est de se dire, on a un bien commun aujourd'hui avec Jean-Pierre. On a animé des formations, des conférences, des ateliers comme aujourd'hui. C'est à nous, tous les deux, et c'est ça qui forge la relation. On a un mémoire ensemble. Enfin voilà, donc on les compte plus, et c'est pas le but de d'étendre tout ça sur la table aujourd'hui. Mais en tout cas, les binômes que vous allez former, les mentors qui seront volontaires pour être là pour l'autre, dire qu'ils vont co-créer des choses. La conduite de projet, par exemple, ça peut être hyper riche, de mettre des gens deux personnes qui ont envie de travailler ensemble. Après, on peut l'étendre à d'autres personnes, mais on pense beaucoup aux relations one-to-one, hein, pour le coup, pour ce format-là. Il y a un point important, c'est le point 7, c'est la justice, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit juste. Et sur le long terme, c'est pas évident. D'ailleurs, un mentorat, vous allez peut-être le créer dans l'organisation aujourd'hui, mais souhaitez-leur que ça continue et que ça perdure, même si l'un des deux évolue. Parce que finalement, ce qui va vivre dans d'autres structures va aussi nourrir l'autre, finalement. Donc ce changement, il y a un équilibre à trouver en permanence. Comme dans n'importe quelle relation humaine, il y a toujours un équilibre à trouver parce que les changements vont s'opérer. Mais donc cette justice de se dire, il y a du mouvement, qu'est-ce qui est le plus juste aujourd'hui pour moi, quel est l'équilibre qu'on trouve, et on sait qu'il n'y aura pas de stagnation si on est toujours en train de re-questionner cette justice. Est-ce que ce qu'on est en train de co-construire, ce temps d'échange, il est juste pour nous? Une notion de prudence aussi, évidemment, à revoir avec les binômes parce que ça demande de la maturité. Là, vous vous dites, on a l'expression 32 ans, mais on dirait qu'elle en a 45 en termes de maturité. Voilà, non, enfin, en tout cas, voilà, il y a aussi ce côté, bien sûr, qu'on ne peut pas mettre une tête un Kevin et un Jean-Claude qui n'ont rien à voir, pour reprendre l'expression de la personne qui nous l'a cité au début et qui n'est plus sur mon écran correctement. C'était Marine. Marine, oui, Marine. mais je l'ai dans la deuxième page, pardon. Donc Marine qui nous le disait, peut-être que voilà, il faut quand même s'assurer qu'il y a un niveau de maturité et d'ouverture d'esprit suffisant. On l'a dit, ça c'est Ève qui parlait du point 9, en tout cas de l'audace, oser, le courage, parce que franchement, il faut du courage pour mettre son ego de côté et être prêt à entendre et à tout entendre, pour sortir du grand malentendu. Donc de ce côté, confronter pour innover. Être sûr et être certain que si on part du principe qu'on ne sait rien, ça c'est des notions un peu de philosophie, mais si on part du principe qu'on ne sait rien et que 1 + 1, c'est pas égal à 2, c'est bien supérieur, ça demande du courage de partir d'autres, enfin voilà, de se dire ok, je ne sais rien, on repart de zéro et on avance ensemble. Et le dernier point, qui est celui qui nous tient le plus à cœur avec Jean-Pierre, qui n'est pas de boire une bonne bière ensemble, mais en tout cas de se dire le plaisir, c'est-à-dire le bonheur. Il faut que ça apporte du bonheur aux deux. Si c'est une contrainte, s'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas d'envie, comme on le disait, à se retrouver, si ça n'apporte rien, si vous sentez que ça va vous prendre de l'énergie plutôt que ça va vous en apporter dans le mentorat, ça ne sert à rien. Mentorer quelqu'un, c'est pas le tirer vers le haut ou le tirer là où on a envie qu'il aille. C'est la personne que vous pouvez appeler. Vous savez, quand vous raccrochez, vous êtes bien, en fait. Et Jean-Pierre, sur le plan pro et perso, en vrai, il ne me donne jamais la solution. Juste, il m'écoute. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que dans ma famille, Dieu sait que à peine j'ai prononcé un problème, déjà j'ai la solution, qui n'a jamais été une solution vraiment pour eux d'ailleurs. Mais donc, de trouver ces personnes qui sont... Un mentor, c'est quelqu'un qui peut-être vous a appris le métier, mais surtout vous a permis d'être bien meilleur dans le vôtre par sa présence et sa posture. Donc j'en profite, moi, publiquement de remercier Jean-Pierre pour cette relation de plus de 10 ans. Et je vous laisse rebondir sur les clés qui, pour vous, sont peut-être les plus importantes, innovantes. Il nous reste 5 minutes. Chat, je me fais un peu le gardien du temps aussi, comme Cindy. Oui. Il nous reste 5 minutes pour que ce soit vos 5 minutes. Voilà. Vous voulez vous donner les clés de de cette qualité de relation, on va dire. Mais on est preneur de vos retours. Est-ce que voilà, vous avez envie de rebondir sur certaines clés? Est-ce que vous attendiez à ça aujourd'hui? Peut-être juste un complément, enfin pas un complément, mais un partage d'informations. J'ai eu l'occasion en début d'année, alors je ne voudrais pas raconter de bêtises, je pense que c'est au mois de février, MEDEF Nouvelle-Aquitaine avait organisé un webinaire sur cette thématique
de l'intergénérationnel et avec trois intervenants de grandes sociétés françaises. Et parmi les trois, et c'est une intervention moi, qui m'a vraiment marqué de par la forme et de par le fond, intervention du responsable RH de McDonald's France qui a partagé avec nous son expérience justement de l'intergénérationnel au sein donc de l'entreprise McDonald's. Et donc, vous pouvez facilement imaginer l'écart qui peut exister entre les plus jeunes et les plus anciens. Et je ne sais pas si ce webinaire existe toujours ou est toujours disponible en podcast, mais c'était extrêmement intéressant, parfois même surprenant. Et le retour d'expérience, le rétex, comme diraient les militaires, le rétex de McDonald's, justement, sur la manière dont ils ont mis en place ce système de mentorat inversé, enfin, cette gestion de l'intergénérationnel, avec toutes les composantes par rapport à la sociologie des gens qui travaillent dans ce groupe. C'était vraiment quelque chose d'assez passionnant et deuxièmement d'extrêmement instructif. Donc je ne sais pas si ce podcast est toujours disponible, mais s'il était, j'aurais tendance à vous conseiller éventuellement de le réécouter parce qu'on retrouve pas mal de points dont on a parlé aujourd'hui avec d'autres éléments en complément et c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Eh bien, merci Merci Jean-François pour ce partage de ressources complémentaires. Un dernier mot, Oui. d'Ève, et puis ensuite on va clôturer cette séance. Moi, Ève. la seule chose que je veux dire, c'est merci pour le format, très interactif et très bien. Et je dirais en conclusion de tout ce que vous avez dit, c'est avant tout une question de bienveillance et pas d'âge. Merci Ève, oui, c'est ça. Merci, c'est bien vrai. Merci Ève. Bien. Morgane et Jean-Pierre, il est temps maintenant aussi de vous remercier tous les deux hein, pour ce format que moi j'ai apprécié aussi fortement. J'espère que c'est le cas des participants. On vous enverra le lien du coup de la vidéo si vous voulez la re-regarder vu qu'il n'y a pas de support et de slide, vous l'avez compris. Moi j'ai gratté quelques éléments donc je pourrais le partager à des participants si besoin. Vous aurez aussi les coordonnées de Morgane et de Jean-Pierre à l'issue, donc vous pourrez, je crois que vous les partagez, voilà, mais vous pourrez aussi les recontacter individuellement ou en binôme pour échanger sur ce sujet. Merci beaucoup en tout cas pour ces échanges, pour les prises de parole, pour les témoignages. Je pense que ça nous laisse avec des clés et des perspectives intéressantes pour toutes et tous. Et merci à vous aussi, c'était Merci. dynamique, merci d'avoir échangé. Et puis, ben voilà, on sait tous maintenant que les relations humaines, c'est quelque chose d'important dans le monde de l'entreprise. On en était convaincus, on va travailler, on va œuvrer pour que ça perdure. Merci encore. Merci pour tout. Merci à tous. Merci à vous. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au Au revoir. revoir. Au revoir.